Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Samantha. Donc je travaille sur les météorites et plus précisément sur l'eau dans les météorites. Donc là, pendant cette prochaine demi-heure, eh bien, je vais vous emmener dans le monde fantastique des météorites. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une météorite ? De manière générale, on s'imagine souvent les étoiles filantes, c'est-à-dire quelque chose qui traverse le ciel, lumineux et qui est plus ou moins fantastique, c'est-à-dire qui a exalté les imaginations au cours des siècles. Mais une météorite, ça se définit tout d'abord par une collision entre astéroïdes. Cette collision a entraîné des éjectats qui se sont retrouvés chez nous. Lorsque ces éjectats, ces objets sont dans l'espace, on les nomme météoroïdes. Dès qu'ils passent l'atmosphère et qu'ils provoquent de la lumière, eh bien, ce sont des météores. Et une fois sur Terre, seulement à ce moment-là, on les appelle des météorites. Donc, comme je vous l'ai dit, les météorites, c'est avant tout un phénomène lumineux. Ah. Désolée. Bien. Voilà. Donc, normalement, il y avait une petite vidéo de Sheila Binks, la vidéo que la météorite de tout à l'heure dont on vous avait parlé. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Donc, en effet, les météorites, c'est tout d'abord un événement lumineux. Là, par exemple, vous avez un exemple. Donc, avant le passage d'un bolide, c'est-à-dire une météorite ayant une taille supérieure à la dizaine de mètres. Donc, il fait nuit, il est plus ou moins 22 heures, on voit les étoiles, c'est tout à fait normal. Lorsque le bolide passe, eh bien, on voit que la luminosité augmente fortement jusqu'à avoir une luminosité proche de celle du jour. On s'imagine souvent, lorsque l'on pense aux météorites, que les dégâts principaux sont provoqués par l'impact sur Terre. C'est le cas lorsque les bolides sont assez gros. Par exemple, pour la météorite qui a occasionné la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais la majorité du temps, eh bien, ce ne sont pas forcément l'impact. Mais les météorites sont des objets qui vont à très très grande vitesse. Ils passent la mûre du son et entraînent une onde de choc qui provoque de violents dégâts. Donc, par exemple, ici, toujours pour la météorite de Tcheliabinsk en Russie, dont les dégâts principaux ont été occasionnés par l'onde de choc qui a détruit les vitres. Et pas que les vitres, d'ailleurs. Voilà, c'est plus ou moins impressionnant, surtout quand on est derrière. Donc, les blessés dont vous parlait mon collègue tout à l'heure sont principalement dus justement à ces dégâts occasionnés par l'onde de choc. Donc, voici une image de ce qui reste des vitres des institutions de Russie. Donc, les météorites sont des phénomènes lumineux dont les dégâts sont majoritairement provoqués par l'onde de choc. Bien sûr, si ceux-ci sont plus gros, un énorme cratère provoque également des dégâts, surtout pour ceux qui sont en dessous. Mais les météorites, eh bien, notamment les météores, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se trouve dans l'atmosphère, ont tendance à se désagréger, à se fragmenter. Ils se fragmentent sous différentes tailles. Donc, si je résume la fragmentation, on a un météorite dans l'espace qui entre dans l'atmosphère à une vitesse entre 11 et 40 km par seconde, ce qui est relativement rapide. Puis, cet engin est violemment comprimé à l'avant du bolide, l'air se chauffe, se ionise et provoque ce qu'on appelle un plasma. En fait, ce que vous voyez quand vous regardez une étoile filante, eh bien, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais l'air autour qui a tellement chauffé que cela provoque un plasma. Et c'est ce plasma qui est très lumineux, que l'on appelle le météore. Comme ce bolide est extrêmement comprimé, eh bien, comme je vous l'ai dit, il se fragmente en des morceaux de tailles différentes. On imagine aisément que les morceaux plus petits vont avoir tendance à être retenus plus facilement par le vent, par l'air qui l'entoure. Et donc, ces fragments vont avoir tendance à tomber plus rapidement que les plus gros qui vont pouvoir traverser plus facilement.
Donc ici, par exemple, c'est une représentation non à l'échelle de ce que l'on pourrait observer de ce qu'on appelle une ellipse de chute. En effet, donc, il faut imaginer que le météore donc, passe au niveau du plafond, là, par ici, et que les plus petits débris tombent beaucoup plus tôt que les plus lointains. Cette ellipse de chute est également influencée par les vents, la direction et leur violence, bien évidemment. Ce qu'il faut aussi comprendre, eh bien, c'est que sur tous ces débris qui tombent au sol, les chercheurs et les chasseurs et les chasseuses de météorites n'en trouvent que très peu. Déjà, il faut savoir qu'entre le météoroïde qui se trouve dans l'espace et ce qui tombe au sol, on a une perte de 90% de la masse de l'objet. Ensuite, sur les 10% restants, on imagine qu'on ne les trouve pas tous. Donc, on échantillonne au final une très faible proportion des objets de base. Autre paramètre qui peut impacter la probabilité de chute, eh bien, c'est la taille de l'objet. En effet, on considère que plus un objet est grand, donc de la taille du kilomètre, eh bien plus ses chances de tomber sont minces. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc, par exemple, pour la météorite qui a entraîné la disparition des dinosaures et qui faisait environ 20 km de diamètre, eh bien, normalement, il y en a un tous les 100 à 500 millions d'années qui devrait nous atterrir dessus. Donc, ça devrait aller. Par contre, pour les météores beaucoup plus petits, de la taille inférieure au millimètre, qu'on appelle les micrométéorites, là, on en a plus de 20 tonnes par an qui nous tombent dessus. Sans dégâts, heureusement. Donc voilà, les météorites sont des objets qui ont fasciné depuis longtemps, des objets lumineux que l'on aime explorer, que l'on aime rechercher, mais quels sont les intérêts scientifiques à les étudier? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à des objets si lointains et si difficiles à retrouver? Eh bien, tout d'abord, les météorites sont des sondes de l'espace. En effet, donc voici le système solaire. On voit, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, donc qu'il est composé de 8 planètes, 4 planètes telluriques, Mars, Vénus, la Terre et Mercure, puis 4 géantes gazeuses. Et entre ces deux zones, on a ce que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes. C'est de cette zone d'où proviennent 99% de nos météorites que nous étudions sur Terre. Celles que nous recevons, la majorité proviennent de ces zones. Donc, comme je vous l'ai dit, par collision entre astéroïdes. Et donc, il existe une multitude de corps. En plus des astéroïdes, il y a d'autres corps, tels que les comètes, par exemple. Donc, le système solaire est riche en objets. Mais combien de ces corps avons-nous visités? Eh bien, ainsi, sur combien de ces corps nos engins ont-ils atterri? Quand on regarde donc, les missions qui ont eu lieu, eh bien, nos engins ont atterri sur plusieurs corps. Tout d'abord, la Terre. Bon, ça, on y est, ça va, c'est pas trop dur. Ensuite, la Lune, Vénus, Mars, Itokawa, qui est un astéroïde, Titan, qui est une lune de Jupiter, Shuri, qui est une comète, et Ryugu, qui est également un astéroïde. Donc là, on parle juste d'engins qui ont atterri dessus, donc qui ont pu s'écraser, qui ont pu... Voilà, on ne parle pas encore d'échantillonnage. Lorsque l'on s'intéresse à l'échantillonnage, on voit eh bien, que le nombre d'objets que nous avons pu étudier diminue. En effet, bon, il y a toujours la Terre, ça n'a pas de souci, la Lune avec les missions Apollo, mais on voit que Vénus et Mars, eh bien, pour l'instant, nous n'avons réussi à ramener aucun échantillon. Normalement, Mars, avec la mission Mars 2020, cela devrait en partie essayer de régler le problème. Ensuite, on a Itokawa, l'astéroïde, donc, qui est l'objectif de la mission Hayabusa 1. Ensuite, Titan, dont pareil, nous n'avons pas réussi à avoir d'échantillon. La comète Chury, grâce à la mission Rosetta. Et enfin, Ryugu, pour l'instant, eh bien, c'est l'objectif de la mission Hayabusa 2. Donc, on sera en décembre 2020 si cela était un succès. Et donc, ça, c'est ce que nous avons ramené. Et on voit que les quantités ramenées sont
plutôt faible, même si pour la Lune, ça reste quand même tout à fait impressionnant. Mais lorsque l'on regarde l'apport des météorites, eh bien, on voit que celui-ci n'est pas négligeable. Déjà, les météorites nous apportent des roches de Mars, dont nous n'avons pour l'instant aucun échantillon, soit 167 kg, ce qui est quand même important. Pareil pour la Lune, on a plus de 300 kg ramenés juste par les météorites. Alors comment on sait que ces roches sont bien des roches lunaires? Eh bien, tout simplement, on a comparé les compositions chimiques avec ce qui a été ramené des missions Apollo. Pour Mars, mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, ce sont la composition des gaz présents dans les météorites qui a été comparée à la chimie de ce que l'on connaît de l'atmosphère martienne. Mais surtout, le principal apport des météorites concerne les astéroïdes, puisqu'on a plusieurs milliers de tonnes venant des météorites, alors que pour l'instant, nous n'en avons que quelques microgrammes d'émissions d'échantillonnage. Donc, ces météorites sont importantes, puisqu'elles nous permettent d'échantillonner des objets qui sont lointains, peu ou pas accessibles encore à nos technologies modernes. Donc, comme je vous en parlais, il existe plusieurs missions justement pour échantillonner ces objets lointains, tels qu'Hayabusa 2, qui devrait revenir d'ici décembre, Osiris-Rex, qui essaye justement d'échantillonner un autre astéroïde, et enfin, sur Terre, on essaye de justement, avec Fripon et Vigiciel, qui sont des associations pour essayer justement de découvrir des météorites. Donc Fripon notamment a installé plus de 100 caméras en France, un réseau de 100 caméras, permettant de surveiller la chute et la trajectoire des chutes pour essayer de retrouver les météorites et d'essayer de mieux comprendre d'où ils proviennent. Et Vigiciel essaye de sensibiliser le grand public, notamment à la reconnaissance de météorites. Ce que vous pourrez faire accessoirement demain si vous venez aux ateliers. Donc voilà. Les météorites nous permettent de sonder des objets lointains, peu ou pas disponibles. Mais ce sont également des sondes temporelles, puisque une certaine partie de ces météorites, que l'on appelle des météorites non différenciées ou primitives, se sont formées au début du système solaire, lorsque le nuage présolaire, constitué principalement de gaz, débutait. Et donc, ces roches qui se sont formées à ce moment ont potentiellement enregistrer des informations de ce début du système solaire, de la formation des premières planètes, etc. Et donc, les étudier, cela peut nous donner des informations sur cette époque. Ici, vous avez une image donc, du disque protoplanétaire d'un autre système solaire qui donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler le nôtre à ses débuts. Donc voilà, les météorites, ce sont des sondes spatiales, mais également des sondes temporelles. Cela nous donne des informations sur le temps, géographique. Mais maintenant, il serait intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une météorite vraiment? Et il existe deux grands groupes de météorites, puisque de manière plus complexe, il existe plusieurs dizaines de groupes de météorites, mais on peut les regrouper sous deux grands groupes, que l'on nomme les météorites différenciées et les météorites non différenciées. Donc, tout d'abord, on va commencer par les météorites différenciées. Donc, celles-ci proviennent de corps planétaires qui ont fondu. C'est-à-dire que vous imaginez qu'au début du système solaire, on a une accrétion de plus en plus large de corps primitifs, jusqu'à arriver à un moment où le planétésimal, donc la petite planète, devient tellement grosse que la température commence à augmenter. La température, à un moment donné, devient tellement puissante, tellement intense, que ce corps commence à fondre. Et alors, on a une migration de la partie métallique de ce corps primitif vers le centre. C'est ce que l'on appelle la création d'un noyau métallique. C'est ce qui est arrivé sur Terre. On a alors une structure en oignon, c'est-à-dire avec un centre qui possède un noyau métallique, et une couverture rocheuse. L'une des météorites qui est intéressante à étudier lorsque l'on étudie les météorites différenciées, ce sont les météorites de fer. Ce sont les météorites constitutives des noyaux des astéroïdes et par conséquent, ce sont de très bons analogues pour notre propre noyau puisque nous ne pouvons pas encore atteindre notre noyau à cause de la pression et de la température. Mais
pendant de longs siècles, eh bien, c'était surtout de très bons produits, de très bons matériaux, puisque dans le passé, les êtres humains ne savaient pas encore comment transformer l'oxyde de fer en fer métallique. Et donc, les météorites de fer étaient la seule source de fer la seule source de fer métallique à la surface de la Terre. Et donc, ils les ont souvent utilisés, notamment à l'âge de bronze, comme source de fer métallique, par exemple, pour en faire des armes. Donc là, c'est 2 armes chinoises. La lame est rouillée, mais voilà, ces lames ont notamment été fabriquées à partir de météorites de fer. On peut également souligner l'exemple de dagues qui maintenant repose dans le cercueil de Toutankhamon en Égypte, pareil, faites également à partir de météorites de fer. D'ailleurs, ces météorites avaient un peu un côté mystique, puisqu'ils venaient du ciel. C'était un matériel qu'on ne connaissait pas, résistant. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en résumé, les météorites différenciées proviennent de corps qui se sont agrégés, la chaleur a augmenté, et un noyau métallique s'est formé avec autour une structure rocheuse. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie des météorites, les météorites non différenciées, autrement appelées des météorites primitives. En effet, donc ces météorites proviennent de corps qui n'ont pas fondu, contrairement aux météorites différenciées. Ce sont des météorites également qui se sont formées au début du système solaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ont donc potentiellement enregistré des informations sur ce système solaire. Donc, ces météorites non différenciées se reconnaissent notamment par la présence de métal, ici, donc vous pouvez voir les petites billes grises, en contact direct avec des matières rocheuses que l'on appelle les minéraux silicatés, en brun là, contrairement aux météorites différenciées dont tout le métal est parti dans le noyau. Donc, de quoi est constituée une chondrite? Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, de métal, de fer et de nickel, mais également de chondre, d'où le nom chondrite. C'est l'un des composants principaux, d'où son nom. Donc, qu'est-ce qu'un chondre? Un chondre, c'est une petite bille. Ici, vous pouvez voir une image 3D, justement, de ces accolements, de ces petites billes entre elles. Et d'où proviennent-elles? Ce sont des petits billes de liquide dans l'espace qui ont cristallisé justement sans gravité. Et ces petites billes sont constituées de minéraux divers et peuvent également comprendre quelques métaux ou sulfures. Donc ces billes se sont formées, pareil, au début du système solaire, dans des conditions chaudes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est le deuxième composant important des chondrites. Le troisième, ce sont les inclusions réfractaires, ici les grandes plages blanches. Qu'est-ce qu'une inclusion réfractaire? Une inclusion réfractaire, ce sont les tout premiers objets qui se sont formés dans le système solaire. En effet, donc, quand vous imaginez un disque protosolaire, c'est du gaz chaud, mais ce disque commence à refroidir. Et lorsqu'il refroidit, les inclusions réfractaires sont les premiers objets à se former. Comme ce sont les premiers objets à se former, c'est très pratique puisque grâce à eux, on a pu déterminer l'âge du système solaire à 4 567 millions d'années. Assez pratique, 4, 5, 6, 7 pour retenir. Le dernier élément donc, qui constitue les chondrites, c'est la matrice. C'est une sorte de liant extrêmement complexe qui permet justement de maintenir l'ensemble. Et on va s'intéresser justement un peu plus à cette matrice. De quoi est constituée la matrice? Donc là, vous avez des images et vous voyez l'échelle 0,2 micromètres, 0,4 micromètres. Donc cette matrice est constituée d'éléments très très fins, de minéraux fins, mais pas que. Elle est également constituée d'éléments volatiles, comme l'eau par exemple, de composés organiques et de grains présolaires. Donc on en a parlé juste avant, mais je vais pouvoir y revenir. Donc les grains présolaires, ce sont des grains, comme m'a dit tout à l'heure mon collègue, qui sont plus vieux que le Soleil et qui nous renseignent notamment sur la nucléosynthèse des étoiles.
puisque, en effet, ces grains présolaires auraient une origine, l'explosion d'autres étoiles voisines de la nôtre. Lorsque ces explosions ont eu lieu, ils ont éjecté plusieurs éléments, tels que des nanodiamants, par exemple, qui ont été intégrés par la suite dans nos chondrites, dans la matrice de nos chondrites. Donc voilà, mais la matrice est un trésor, puisqu'elle recèle énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, elle recèle des volatiles, par exemple, comme de l'eau. Et cette eau, eh bien, c'est intéressant de l'étudier, puisqu'elle serait probablement impliquée dans la genèse de l'eau terrestre. De même, les molécules organiques qui composent la matrice eh bien, pourraient potentiellement être liées à l'apparition de la vie sur Terre. Donc, voilà. Pour résumer, eh bien, les chondrites sont des objets très intéressants à étudier. Ils sont composés de deux types d'éléments différents. Des éléments que l'on qualifie d'origine chaude, c'est-à-dire qu'ils se seraient formés plus proches du système solaire, comme les premiers condensats et les chondres, et des éléments d'origine froide, entre guillemets, c'est-à-dire comme la matrice qui se serait formée plus loin et aurait donc préservé des volatiles, de la matière organique et notamment des grains présolaires. Et tout ceci eh bien, est intégré dans notre météorite que l'on nomme chondrite. Donc comprendre la genèse des chondrites, eh bien, avec leur composition et leur minéralogie différentes, puisque bien sûr là c'est simplifié, il faut savoir que toutes les chondrites eh bien, ne possèdent pas forcément beaucoup de chondres. Toutes les chondrites ne possèdent pas non plus d'inclusion réfractaire. Tout cela est varié, mais les comprendre dans leur diversité, eh bien, cela permet de mieux appréhender notre système solaire, son histoire et sa genèse. Donc, en conclusion, eh bien, les météorites sont des objets extraterrestres qui traversent l'atmosphère terrestre avant d'arriver sur Terre à sa surface. Les chutes sont rares, mais apportent des informations scientifiques importantes. Si l'on regarde les météorites, eh bien, elles nous apportent des informations lorsqu'elles viennent d'autres planètes ou d'objets, bien, des informations sur celles-ci. Quand on s'intéresse aux météorites différenciées, on a des informations sur la création terrestre, puisqu'en étudiant par exemple les météorites de fer sur des astéroïdes, eh bien, on en apprend un peu plus sur notre propre noyau. Et enfin, lorsque l'on s'intéresse aux chondrites, premiers objets, en tout cas l'un des premiers objets du système solaire, eh bien, on a des informations sur le système solaire primitif ainsi que sur l'apport d'eau et de matière organique sur Terre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc on va passer aux questions, s'il y a des questions. Bonjour. Avez-vous participé personnellement à une chasse aux météorites? Et dans l'affirmative, comment avez-vous choisi vos terrains de chasse? Merci. Alors moi, non, mais j'ai des collègues qui ont participé et je pense pouvoir être capable de répondre à votre question. Alors, les lieux pour chasser les météorites, eh bien, c'est ce que l'on appelle des déserts. Déserts froids ou déserts chauds. Donc, désert froid, j'entends par là l'Antarctique, par exemple. Et désert chaud, cela se fait souvent en Atacama, au Chili. Pourquoi les déserts? Parce qu'il y a une très faible pluviométrie. Et la pluie, malheureusement, l'eau liquide a tendance à fortement altérer les météorites. Donc, on privilégie des endroits désertiques où l'hydrométrie est très faible, tels que le désert d'Atacama. Et pour les chercher, eh bien, généralement, on aligne plusieurs scientifiques sur tous les 8 mètres qui marchent en ligne droite toute la journée et qui récupèrent ce qui ressort. L'autre avantage des déserts, justement, c'est que le fond, que ce soit de la glace ou du sable, est homogène. Les météorites, qui sont plutôt plus ou moins rouillées, sombres, etc., vont facilement ressortir. Non, en fait, je pense qu'il y a des cartographies qui sont faites, parce que les gens ne vont pas à chaque fois dans les mêmes données, mais je pense que mon collègue va pouvoir vous éclairer un peu plus. Enfin, en fait, moi, j'ai participé pendant une école thématique pour une chasse, enfin, c'est pour des météorites autour d'un cratère. Du coup, c'est un cratère qui est connu, c'était en Saaremaa. C'est une île estonienne. Et en fait, il y avait un cratère qui datait de plusieurs 1000 ans.
Du coup, ce qu'on faisait, en fait, c'est de se balader dans la région, enfin à côté du cratère, avec un détecteur de métal. Tout simplement, tout bêtement, on se balade avec des détecteurs, et ben, il y a des signaux, on va creuser, et des fois on trouve des ciseaux, enfin des morceaux du métal. On a trouvé 2 météorites pendant cette chasse. En Atacama, c'est un peu comme les morilles dans le coin, on ne donne pas ses coins. Quelle information peut-on tirer du paléomagnétisme des météorites et comment on peut le relier à l'événement qui a pu se passer? Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Le paléomagnétisme, il me semble, est intéressant notamment pour les processus d'accrétion, puisque je ne suis vraiment pas spécialiste et je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais il me semble, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Quel est le champ de recherche Oui, alors c'est un champ de recherche assez compliqué et très fin, justement, qui commence tout juste, enfin, qui commence il y a déjà quelques années, bien entendu, mais qui est en expansion, c'est-à-dire que l'on va essayer de chercher les signatures magnétiques qui restent dans ces météorites, justement, avec des méthodes pointues d'analyse. Alors, je ne sais pas exactement lesquelles, puisque je n'ai jamais travaillé là-dessus, mais c'est vrai que ce sont des champs magnétiques enregistrés directement. Je suis... Sur les météorites. Alors, les grands domaines de recherche sur les météorites, eh bien, il y en a plusieurs, mais j'ai notamment tout ce qui est matière organique, évidemment, tout ce qui est relié à l'apparition de la vie sur Terre potentiellement, l'eau également, qui commence à émerger pas mal. Également, tout ce qui est lié aux météorites, eh bien, tout ce qui est, quand on étudie par exemple les météorites de Mars ou de la Lune, essayer de comprendre justement à travers les météorites martiennes, puisqu'on n'a pas encore d'échantillons, potentiellement des informations sur Mars qui nous sont encore inconnues, ou en tout cas émettre des hypothèses un peu plus amples. Je pense qu'il y a énormément de champs, c'est assez varié, mais oui, je pense que la matière organique, l'apparition de la vie, l'apparition de l'eau sur Terre, en fait, peut être très intéressant. Beaucoup, bon là ce n'est plus vraiment lié aux météorites en elles-mêmes, mais tout ce qui est exoplanète, avec la comparaison de ce que l'on voit ici, et les météorites forcément ont un impact puisque tout est lié ensemble et qu'il est important eh bien, d'avoir une connexion entre tous les domaines pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Mais oui, je dirais surtout oui, la matière organique peut-être, et la formation des planètes et du système solaire, justement avec ces chondrites, donc ces météorites primitives qui permettraient de nous expliquer justement les débuts du système solaire et comprendre avec cette fois-ci une comparaison notamment avec l'astronomie lointaine, avec, comme je vous montrais tout à l'heure, l'image d'un système solaire en formation d'un disque protoplanétaire. Comparer cela avec les échantillons qu'on a nous apporte des informations précieuses. Voilà. Je peux me permettre de rajouter un petit point sur le magnétisme. Magnifique ta réponse quand même. C'est la spécialité des gens de Aix-Marseille. Il y a un laboratoire qui est dédié là et qui travaille beaucoup sur l'enregistrement magnétique enregistré dans les météorites. Et ça me fait dire que une méthode classique pour retrouver les météorites ou pour savoir si un caillou est une météorite, c'est de prendre un aimant. Ben, c'est la dernière chose à faire parce que vous effacez l'enregistrement. Donc, si vous voyez des gens qui manipulent des aimants à côté des météorites, on n'aime pas ça du tout parce que nos collègues, ils ne sont pas contents, l'enregistrement est définitivement perdu. C'est une recherche qui est très très difficile parce que ce sont des champs magnétiques extrêmement ténus. Simplement, les météorites sont restées très longtemps. Il y a les phénomènes de choc qui permettent de refaire de la magnétisation. Il y a les phénomènes thermiques, mais ça c'est le tout début du système solaire. Et depuis, ça s'est plus ou moins rééquilibré, c'était perdu.
C'est vraiment des études qui sont commençantes depuis une dizaine d'années. Il faut trouver les bons échantillons et ils sont vraiment très rares. C'est des météorites assez primitives qui n'ont pas subi trop d'altérations. Dans les météorites très primitives, il y a deux grandes familles, celles qui ont été altérées par l'eau, celles qui ont subi un choc thermique. Il faut trouver celles qui sont entre les deux et il y en a encore moins. Donc, voilà. D'autres questions? Quelles sont les dernières théories sur la formation des palasites? Des palasites. Alors, tout d'abord, je vais expliquer ce qu'est une palasite, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de spécialistes. Donc, une palasite, c'est une roche. Donc, j'ai une petite photo. Ça tombe bien. Ah, je l'ai passée. Bien sûr. Non. Alors, voilà. Donc, une palasite, c'est cette roche. Magnifique, n'est-ce pas? C'est une roche constituée en partie de métal, dans toute l'air grise, et de minéraux silicatés, donc rocheux, que l'on pourrait trouver là. Et pendant longtemps, en fait, on a émis l'hypothèse que ce serait justement la frontière entre le noyau et le manteau. Sauf que des études récentes ont tenté de montrer que, en fait, ce ne serait pas, ou en tout cas que toutes les palasites ne seraient pas cette frontière entre le noyau et la partie rocheuse, mais seraient dues à un impact et à une fusion partielle de la partie métallique. Et donc, là, on aurait une sorte de mélange entre des minéraux et du métal. Voilà. C'est l'hypothèse plus ou moins la plus récente, en tout cas, que je connaisse. Donc, c'est les deux hypothèses principales. J'espère avoir répondu à votre question. Près du noyau. Oui. Celles qui proviennent de près du noyau, on doit voir des figures de Wilhelmshatten, non? Les figures de Wittmann-Steffen sont dues à un refroidissement lent. Donc, en effet, si le refroidissement a été lent, normalement, on voit des figures de Wittmann-Steffen. Mais je ne sais pas si les tests ont été effectués sur les palasites. Si le refroidissement a été lent, comme la densité, la différence de densité, c'est un facteur 2 entre les olivines, les phases silicatées et le métal, il y aurait eu ségrégation et on n'aurait jamais eu des palasites. Donc en fait, c'est un gros mystère parce qu'il faut être suffisamment rapide pour pouvoir emprisonner ça malgré la gravité et la différence de densité. Il faut un objet suffisamment gros pour avoir de la différenciation. Et il faut être suffisamment lent pour préserver un certain nombre de caractéristiques. C'est plus un mystère actuellement que... Voilà, mais on en profite avec les yeux pour l'instant surtout. C'est vrai que c'est des objets magnifiques en bijoux. D'autres questions? Merci. Vous nous avez parlé d'eau dans les roches. Oui. Comment comptabilise-t-on cette eau? Est-ce qu'on l'extrait de la roche? Et comment fait-on? Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, tout d'abord, la plus commune, en tout cas celle qui a été faite, c'est que l'on sait que... Hop, la matrice. C'est que l'on sait que la majorité de l'eau est contenue dans la matrice, sous forme de phyllosilicate notamment, ou encore sous forme d'hydrogène dans la matière carbonée. Donc, pour quantifier cette eau, à une époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la météorite, on la brûlait à différentes températures. Et par exemple, quand on brûlait à des températures plus ou moins basses, l'eau qui s'évaporait, généralement, c'était l'eau que l'on dit adsorbée, c'est-à-dire que la météorite avait absorbé de l'atmosphère, donc ce n'était pas l'eau de la météorite. Et au fur et à mesure, on pouvait identifier différents pics. Et on comptabilisait comme ça la contenue en eau des météorites. Maintenant, on essaye d'aller un peu plus finement, c'est-à-dire qu'on essaie de comptabiliser l'eau dans les différents objets. Donc, par exemple, moi, le sujet de ma thèse, c'est d'étudier l'eau dans les condres, qui sont des objets, normalement, qui contiennent très peu d'eau. Et donc, pour ce faire, j'utilise des méthodes assez pointues que l'on appelle de nanosims. Donc, c'est une machine qui permet de mesurer des aires de très petite taille, autour du micromètre. Et à partir de là, on comptabilise les atomes récupérés. Donc en fait, on envoie un faisceau d'ions qui tape notre échantillon.
cet impact permet d'éjecter de la matière secondaire venant de l'échantillon. Donc on crée un faisceau d'ions secondaire, justement. Et c'est ce faisceau donc, qui provient lui-même de l'échantillon que l'on comptabilise. Donc on arrive à avoir des quantités d'eau assez fines. Mais de manière générale, on fond une météorite pour essayer de comptabiliser au moins la quantité globale. Mais si on veut aller plus finement, il faut des techniques un peu plus avancées. Il y avait une question par là, il me semble. Est-ce qu'il serait possible qu'une météorite, différenciée soit issue de la collision entre Theia et la Terre? Que justement cette collision a entraîné fortement, aurait augmenté fortement la chaleur de ces astéroïdes pour entraîner la différenciation. C'est ça votre question? Theia et la Terre. Oui. En gros, quand il y a eu la collision entre Theia et la Terre, on sait qu'il y a eu un éjecta assez imposant qui a été envoyé dans l'espace, qui aurait formé la Lune. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'une partie de ce qui a été éjecté soit du coup en fait repartie dans l'espace et ait fini par retomber en fait sur la Terre, et que ce qui reste en fait de Theia, donc le cœur de Theia en fait soit retombé sur Terre au bout d'un moment, quoi? Alors, il me semble bien que quand il y a eu l'impact, en effet, il y a une partie qui a été éjectée, mais oui, le reste, avec l'augmentation énorme de chaleur qu'il y a eu, a dû probablement se mélanger avec la prototerre. Vous avez encore 3 minutes. Bonsoir. Moi, juste une question sur savoir si on a découvert des composés, des compositions un petit peu étrangères à ce qui pouvait se créer sur Terre. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on puisse trouver dans les astéroïdes et dans les météorites qu'on ne trouverait pas naturellement sur la Terre? Voilà. Tout à fait. Bon, déjà, il y a les grains présolaires, comme on en avait parlé, qui ne viennent pas de notre système solaire. Donc là, c'est assez simple. Mais sinon, dans les météorites, donc là, malheureusement, je n'ai pas d'image, mais on a des minéraux qui se forment à des pressions particulières, à des températures particulières. Par exemple, on peut avoir des associations de minéraux, d'éléments que l'on ne trouverait jamais sur Terre. Par exemple, des carbonates particuliers ou des associations. Par exemple, normalement, certains éléments préfèrent l'oxygène. Et bien là, ils vont préférer un autre élément. Voilà. Donc oui, on en trouve. Après, je n'ai pas d'exemple particulier à vous donner ni d'image, mais tout à fait, ça existe. C'est même ce qui rend intéressant justement l'étude des météorites. Il y a encore un peu de temps pour les questions. Plus personne? On évoquait cette fameuse matière organique de l'eau. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette matière organique qu'on a trouvée? On parle de briques élémentaires de la vie, de panspermie. Où est-ce qu'on en est dans les études aujourd'hui? Alors, notamment au niveau de la matière organique, les premières études ont commencé vraiment à fleurir avec la chute d'Orgueil. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une météorite très riche en matière organique qui, potentiellement, aurait peut-être une origine cométaire. C'est une météorite très riche en molécules organiques et notamment en acides aminés. Donc ce sont des briques élémentaires. Donc bien sûr, on n'a pas de cellules ou de bactéries dans ces roches-là, mais ce seraient potentiellement les briques qui, par leur chute, auraient amené les premiers éléments indispensables à la vie. Je ne sais pas si... Donc on va clôturer cette conférence. On vous fait une petite pause encore pour la prochaine intervenante qui a plein de diapositives à vous passer. Voilà.